Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque début de semaine. La semaine commence bien sur la chaîne Tech & Co avec Tech Hebdo, vous le savez, tous les lundis on est là pour survoler ensemble toute l'actualité high-tech de la semaine avec mon camarade Jérôme bien sûr. Pardon, salut François, avec des invités et de l'actu, voici le sommaire. Tout d'abord, François, nous allons reparler des intelligences artificielles génératives. Gros sujet du moment, mais attention, peut-être des problèmes judiciaires en perspective. Oui, et puis tiens, un robot français, tu sais qu'en termes de robotique, on est plutôt vraiment pas mauvais en France. On découvrira Miroki, que l'on doit à la start-up Enchanted Tools. Et il sera présent sur ce plateau. En plus. Enfin, l'actu du côté des casques de réalité virtuelle, réalité mixte, c'est le nouveau casque HTC. Eh bien, ça tombe bien, car nous recevrons un représentant de la marque HTC. Est-ce que tu vas l'acheter ? Je vais d'abord l'essayer et surtout demander au patron de HTC de tout nous dire. Merci en tous les cas d'être avec nous, c'est parti pour Tech Hebdo. Et oui, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque lundi soir sur Tech & Co. On a retrouvé momentanément notre ancien studio. Oui, puis je suis désolé pour la blague tout à l'heure. Est-ce que tu l'as acheté, HTC ? Bon, voilà, c'était... J'ai rien compris. Mais non, mais c'est pour ça. J'ai vu que tu ne l'avais pas compris et donc voilà. Je m'en excuse. Voilà. C'est vrai qu'elle était assez moyenne. Tu n'as pas le droit de me poser des questions qui ne sont pas dans le script, puisque non, mais toute cette émission est toute écrite. Tout à vous fait. Le savez. Nous avons là un prompteur qui nous dit tout ce qu'on doit dire. Attention, il y a une blague qui arrive. Là. Aïe, aïe, aïe. Bon allez, non, ça c'est pas une blague, c'est l'actu de la semaine et on attaque tout de suite avec la rédaction de Tech & Co et Luc Chagnon qui nous rejoint. Il arrive à pas de velours sur le plateau de Tech Hebdo, c'est Luc Chagnon. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonsoir, bonjour Jérôme. Journaliste donc à la rédaction de Tech & Co, oui. Jérôme. Alors l'actualité, elle est intéressante, encore une fois cette semaine, et a commencé par une fraude que nous avons découverte. Alors pas nous, mais certains autres. Concernant de fausses écoutes sur les principaux services de streaming, Luc. Tout à fait, oui, c'est un rapport qui a pu être consulté par plusieurs rédactions, qui est justement une enquête qui a été menée sur ce phénomène de fausses écoutes dans le streaming. Donc les écoutes, c'est un enjeu important dans le secteur parce que c'est comme ça qu'on mesure les revenus, c'est comme ça qu'on mesure la popularité des musiques. Le modèle économique repose là-dessus. C'est ça. Et ce rapport donc a déterminé que environ 1 à 3 milliards d'écoutes en France étaient donc frauduleuses sur l'année 2021. Donc ça représente tout à fait, voilà. Comme il y a des fausses visites de sites web, des faux abonnés sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça, oui. Il suffit pour une musique, c'est encore plus simple, on va dire, parce qu'il suffit une écoute est comptabilisée. Au bout de vous écoutez un morceau pendant 30 secondes, c'est comptabilisé comme une écoute. Donc il suffit de faire en sorte que des logiciels lancent, appuient sur play, écoutent la musique en boucle, et ça vous fait un nombre d'écoutes potentiellement infini, on va dire. Ouais. Mais alors pourquoi ces robots qui augmentent artificiellement le nombre d'écoutes ? Oui, qui augmente artificiellement plus de différentes manières. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à 5% sur certaines plateformes. Donc voilà, ça fait un nombre conséquent. Et comme on l'a dit, c'est dans un but principalement monétaire, parce que c'est comme ça qu'est calculée la rémunération des artistes sur les plateformes. Et c'est aussi pour entretenir la popularité d'un artiste et d'un morceau, parce que plus un morceau est populaire, plus il sera proposé aux utilisateurs, plus il sera ajouté à des playlists automatiques, ce genre de choses. Et donc ça permet de lancer la dynamique, faire un effet boule de neige, et donc de créer une popularité qui n'aurait peut-être jamais existé sans l'apport de ces quelques centaines, dizaines de milliers de fausses écoutes générées de cette manière. Ce qui veut dire que c'est au préjudice des plateformes, au bénéfice des artistes qui vont toucher plus d'argent, mais aux artistes qui rentrent dans le jeu. Bien sûr, mais apparemment, ça concernerait surtout des petits artistes, on va dire. C'est ça. Alors apparemment, d'après le rapport, les chansons les plus populaires ne sont pas celles qui utilisent le plus ce genre de technique. Oui, parce que on peut imaginer qu'Adèle n'a pas besoin de payer ses écoutes sur Spotify. C'est ça, elles sont assez d'utilisateurs humains pour éviter de se payer des bots en plus de ça. Mais il y a aussi visiblement des techniques, on peut élaborer des techniques un peu différentes, et certaines chansons populaires apparemment pourraient restreindre un peu l'usage de ces bots, le limiter à la période de sortie pour vraiment lancer la
dynamique et ensuite se reposer sur les écoutes naturelles qui voilà, ne manqueront pas Ça peut être d'apparaître. un peu un starter, comme une étincelle en fait. C'est ça, ça a allumé la mèche, mais voilà. effectivement pour le top 10 des chansons, ça représente même pas, enfin il n'y a même pas 1% de fausses écoutes parmi le total des écoutes. Payer pour avoir des revenus, c'est un peu bête, antinomique. Ouais. Comment réagissent les plateformes de diffusion? Est-ce qu'elles font la chasse? J'imagine qu'elles sont au courant en fait de cette supercherie. Oui, elles ont d'ailleurs participé à l'élaboration du rapport pour effectivement mener l'enquête sur le taux de fausses écoutes. Il y a les plateformes comme Deezer et Spotify effectivement luttent contre ce phénomène et c'est pour ça qu'elles ont fourni ce genre d'informations au rapport. Mais certaines plateformes comme Apple Music et YouTube ont moins partagé d'informations avec les auteurs du rapport. On peut supposer qu'elles luttent effectivement contre ce problème, mais ça génère aussi du trafic, ça génère aussi de la dynamique sur la plateforme, ce qui peut, dans un certain sens, leur bénéficier d'une manière ou d'une autre. Ah oui, donc, voilà, effectivement, toutes les plateformes ne luttent pas de la même manière contre ce phénomène. En tout cas, elles ne sont pas complices en fait de tout ça. On est d'accord, voilà. Ça n'a aucun sens pour elles. Hein. Elles subissent ça, mais en fait, le fait d'acheter sur Internet, ça existe depuis longtemps, oui. Luc. Hein. On achète des vues sur YouTube. Il suffit de taper sur Google. Vous avez des boîtes qui sont alors plus ou moins scrupuleuses, spécialisées là-dedans. On peut acheter des followers, on peut acheter de l'audience. Voilà, alors c'est pas très honnête, mais ça existe depuis que tous ces services sont là, en fait. Des réactions, des likes, effectivement, tout peut s'acheter sur Internet, y compris la popularité et les différentes manières de l'atteindre. Ouais. Et si tu n'as pas d'amis, tu peux acheter des amis. Et voilà, tu peux t'acheter des amis, mais je ne sais pas après si c'est vrai de vrais amis, tu vois. C'est ça le souci. L'amitié, c'est une notion difficile. Bon, alors voilà, en tout cas, ça c'était le premier titre. Gros sujet. Ouais. Deuxième sujet, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de ces fameuses intelligences artificielles génératives, comme on dit, aussi bien en texte avec ChatGPT que surtout en images. On en avait reçu d'ailleurs une il n'y a pas longtemps dans Tech Hebdo, cette start-up qui modifiait en fait elle pouvait insérer nos visages à peu près dans n'importe quelle situation. MyHeritage. Oui, c'était MyHeritage. Voilà. C'était très sympa. Alors c'est vrai que ça se généralise sur Internet, mais ça pose un problème. Ces IA qui font des images. Oui, vous avez des exemples, vous avez sans doute beaucoup ont déjà joué avec les IA. Donc on a par exemple DALL-E, on a Midjourney, on a Stable Diffusion. Ce sont les trois grandes IA pour lesquelles il vous suffit de rentrer quelques mots en anglais ou en français et ça vous génère apparemment nulle part une image qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment des créations d'images. Et effectivement, les deux dernières que je cite, donc Midjourney et Stable Diffusion, sont en train d'être... il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte contre ces plateformes pour non-respect du droit d'auteur. Alors, pour quelle raison? Pour entraîner, voilà, j'ai dit qu'elle crée des images à partir de rien, mais c'est pas aussi simple que ça. Pour les entraîner, ces images, il faut leur donner des exemples, et il faut leur donner beaucoup d'exemples, des millions d'images qui ont été récupérées sur Internet, donc par des algorithmes chargés effectivement de ce qu'on appelle scraper, pour récupérer un maximum d'images. Et parmi ces images d'entraînement, il y a beaucoup d'images qui sont copyrightées, qui appartiennent à des vrais humains, qui les ont dessinées, qui les ont prises en photo. Ouais, des artistes, des illustrateurs, etc. Ouais. Et qui après sont modifiés par l'IA en quelque sorte. Voilà, et qui sont utilisés pour cet entraînement. Et en gros, ce que disent les artistes qui mènent cette action en justice, c'est vous créez des systèmes qui permettent... à but lucratif, entraînés sur nos images sans nous avoir posé la question, sans nous créditer, sans nous rémunérer une partie des revenus générés par ces produits. Et donc, on vous attaque en justice. C'est surtout pour les images c'est vrai qu'on voit parfois des créations un peu fantasmagoriques, de la science-fiction ou des personnages on peut vraiment tout faire avec un style très très particulier. Et même parfois artistiquement réussi, c'est-à-dire que parfois on a des choses qui sont étonnantes, vraiment. Mais qui sont de plus en plus perfectionnées, mais qui se reposent aussi sur le style d'artiste humain. On peut rentrer en disant je veux une image dans le style de, alors on peut dire Dali, Picasso, mais on peut aussi dire des artistes contemporains qui ont un style bien à eux et que l'image va imiter. Et c'est pour ça qu'effectivement certains artistes s'opposent en disant c'est mon style, vous faites de l'argent grâce à mon style. Et c'est peut-être pour l'instant la seule défense que peuvent avoir les artistes qui par ailleurs se retrouvent concurrencés aujourd'hui par ces images. Bien sûr. Parce qu'on a moins besoin d'illustrateurs professionnels, s'il suffit en quelques mots de... Oui, c'est l'un des tout premiers dégâts collatéraux en fait de cette IA, enfin l'un des tout premiers. Il y en a sans doute il y en aura d'autres. Plein d'autres. Il y en a eu plein d'autres, il y en aura plein d'autres. Oui, il y a des questions de deepfake, il y a des questions de... Mais voilà, effectivement, l'impact sur les artistes, les emplois des artistes qui peut être remplacé gratuitement, effectivement, est assez... Luc, la question qu'on peut se poser, alors là, on prend le cas de l'image, donc comme le disait Jérôme, générée par l'IA. Le texte généré par l'IA, c'est ChatGPT, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est très impressionnant. Est-ce que là encore,
se posent des questions de droit d'auteur en quelque sorte, Alors, ou de copyright. En principe, les questions les systèmes derrière ces deux types d'IA fonctionnent de la même manière. C'est beaucoup d'apprentissage et ensuite c'est de la probabilité au final derrière. C'est très complexe évidemment, mais ce qui se passe, c'est que les IA qui sont poursuivies en justice actuellement le sont parce que on sait sur quoi elles ont été entraînées, au moins une partie. C'est des banques d'images qui ont été rassemblées, qui sont accessibles, alors il faut faire des demandes, etc., mais qui sont accessibles sur Internet. L'IA ChatGPT, donc, qui a été créée par OpenAI, on ne sait pas précisément sur quoi elle a été entraînée. On sait que c'est du texte sur Internet, et c'est à peu près tout. Donc c'est plus difficile. Pour l'instant, personne ne peut dire cette IA a été entraînée sur mon travail sans mon consentement, je mérite des droits d'auteur. En revanche, une IA, un dérivé de ChatGPT, a pu plusieurs fois générer des lignes de texte qui étaient mot pour mot des textes qui étaient disponibles sous licence, donc c'était du plagiat, pur et simple. sous licence Creative Commons, donc sans être accessible, mais une licence qui demande à être créditée. Ouais. Et là, l'algorithme recrachait le truc sans créditer la personne qui l'avait créé. Créditer, ça veut dire dire d'où ça vient, voilà, c'est etc. ça, dire la source. Et donc, il y a une poursuite similaire qui est engagée donc, contre OpenAI et Microsoft, mais c'est pas exactement la manière. C'est pas ce sur quoi ça a été entraîné. On voit que ça reproduit des choses qui sont normalement, qui doivent être créditées. Et donc, voilà, l'IA de texte, générative de texte, est aussi sous le coup de ce genre de procédure. Bon, on verra ce qui se passera. Voilà, ça risque de bouleverser assez fortement ce nouveau secteur. Intéressant malgré tout, toutes ces questions qui sont posées par l'avènement de l'IA. Alors, justement, à propos de ChatGPT, on sait que ça commence à poser des problèmes, notamment dans les écoles, à la fac aussi. À Lyon, là, récemment, il y a un professeur qui s'est aperçu que la moitié de ses élèves avaient rendu un devoir. En fait, c'était du ChatGPT. C'est ça, généré par intelligence artificielle. Ouais. On pensait que c'était indétectable et visiblement, eh bien, ce serait peut-être possible de détecter ce qui vient de ChatGPT. Voilà, alors effectivement, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il serait utile de savoir si ça a été écrit par un humain ou entièrement par une intelligence artificielle. Notamment les profs, oui. Voilà, que ce soit dans le milieu académique, que ce soit par exemple dans les articles, parce que ChatGPT a tendance à inventer pas mal de choses. Donc si on sait que ça vient d'une intelligence artificielle, on peut se méfier un peu plus. Et donc effectivement, il y a des indices qui permettent de déterminer si c'est par IA ou par humain. Il y a par exemple, si jamais les textes par IA ne contiennent pas de faute de français, ça peut déjà être un bon critère de... Quand c'est bien écrit, c'est que c'est une IA. Ça peut, en tout cas, s'il y a des fautes, on sait que ça a moins de chances d'en être. C'est vrai qu'il y a des erreurs humaines qui peuvent arriver. C'est vrai que ChatGPT en fait très peu. Il y a d'autres moyens, par exemple, si jamais ça emploie beaucoup de mots impersonnels. Alors en anglais, on aurait this ou it, parce que c'est un modèle qui a été entraîné sur énormément de textes, et donc les mots les plus communs vont ressortir plus souvent. Et qui est compatible en fait avec la plupart de la manière dont on parle. En fait, voilà, c'est ça. Les mots qui arrivent les plus souvent, qui sont les plus naturels, vont ressortir aussi le plus naturellement en ChatGPT. Et on a aussi effectivement des outils qui sont en cours de développement, qui devraient permettre, avec plus de précision que juste voir ces critères à l'œil nu, de détecter si jamais ça a été créé par IA. Il faudrait une espèce d'API qui, en appuyant, tu rentres un texte et tu dis, est-ce que c'est du ChatGPT ou est-ce que c'est de l'humain ? C'est ça. On a quelques logiciels qui prennent un peu cette direction-là, parce qu'en fait, ils emploient une technique qui n'est pas extrêmement nouvelle, c'est de dire, si jamais c'est une IA qui l'a créé, une IA pourra le détecter, le reconnaître. Et donc, on soumet le texte créé à une ancienne version de ChatGPT. Et ils nous disent ce que c'est. Et ils déterminent si jamais l'IA le reconnaît plus ou moins. Mais un humain pourrait écrire un texte proche de ce que dirait une IA. Donc, c'est juste un indice là aussi. Il n'y a pas de certitude à 100%. Ça n'existe pas pour le moment. Merci Luc, journaliste donc à la rédaction de Tech & Co pour l'actu de cette semaine, Jérôme. Voilà, on va passer à notre premier invité. Et alors attention, parce que nous allons recevoir en fait deux invités. Un humain, un vrai et un robot. Et donc, ce n'est pas deux invités que nous recevons sur le plateau, Jérôme, c'est trois invités. Parce que nous avons aussi le coach de notre robot Miroki. Alors, Jérôme Monceau. Qui est qui alors ? Oui, voilà, on va présenter. Jérôme Monceau, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le fondateur, donc oui, c'est notre porte-parole en quelque sorte d'Enchanted Tools. Et puis nous avons notre robot Miroki qui est là sur le plateau de Tech Hebdo. Vous le voyez, il est là. Et puis derrière lui, parce qu'il lui faut un coach quand même, parce qu'il vient juste de naître, il est tout frêle, tout petit, Jérôme. Voilà. C'est Sylvain qui est derrière et qui surveille. Bonsoir Sylvain, merci d'être là aussi. C'est la nounou du robot que vous apercevrez dans l'ombre. Exactement. Alors Jérôme Monceau, parlez-nous de ce robot qui s'appelle donc Miroki et qui est là, effectif devant nous. Il est allumé, il tient tout seul sur sa grosse boule. Présentez-nous Miroki. Oui, alors Miroki, c'est un robot qu'on a développé en 12 mois avec une équipe de 550
passionné. On a monté cette entreprise donc il y a 12 mois, on a levé 15 millions d'euros pour aller créer cette société qui s'installe comme héritière d'un savoir-faire français unique en matière de robotique humanoïde, film d'animation et intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous avez travaillé dans une boîte de robotique qui est assez connue Voilà, en moi France. ça fait 18 ans que je fais ça. Et vous êtes un des papas de Pepper. Un des papas de Pepper, de Nao, de etc. Roméo. Entreprise à des parents. Voilà. Alors, vous allez développer ce robot. Je dis vous allez parce qu'on sent qu'on est vraiment qu'aux prémices. Il fera quoi, ce robot? Quel est son but? Alors, il a son métier. Ouais. C'est de déplacer automatiquement des objets en milieu social. Si vous voyez ce qui a été fait dans des hangars d'Amazon pour déplacer dans des endroits des objets, dans des endroits où il n'y a absolument personne, et au contraire, on veut personne, nous, notre objectif, c'est de ramener cette puissance de la logistique dans les espaces où il y en a vraiment besoin. C'est pour ça qu'il a une tête sympathique. Bah oui, parce que un des espaces typiques qu'on va chercher, où on va chercher à aider, c'est dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de la santé, les maisons de retraite, les cliniques. Il y a, dans un petit hôpital de 200 lits, c'est 100 000 objets qui se déplacent par semaine. Oui. C'est une distance de l'ordre de 500 à 600 km parcourus par les gens qui les déplacent. Alors là, on peut le faire bouger un peu ou pas? Bah oui, bien sûr, oui, c'est possible. Oui. Alors, je vous montre ces objets-là en même temps. Ouais. Ça, c'est le seul objet qu'il est capable de prendre. C'est-à-dire, on ne veut pas prétendre que ce robot est capable de tout prendre. Et il ne prend que ce genre d'objet. C'est une simplification à la fois pour le robot, mais en même temps pour les utilisateurs. Donc là, il va se réveiller. Alors notre réalisateur JD, lui, est en mode coma là. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Notre invité à bouger, il est parti de son plateau, de son Non, c'était siège. prévu. C'était prévu tout ça. D'accord. Alors, Ok. ce que vous pouvez voir, c'est que le robot est actuellement en équilibre. Il est monté sur une boule. Ouais. Ça lui permet de prendre un faible encombrement au sol, mais surtout, ça lui permet quelque chose d'exceptionnel. Alors, Bonjour BFM. Bonjour BFM. alors, viens avec moi. Je suis enchantée. Oui, tu es enchanté. Viens avec moi. Donc là, vous pouvez noter que le robot, malgré le fait qu'il soit en équilibre sur une boule, il peut se déplacer un peu comme il veut, et il va pas tomber. Et l'une des fonctionnalités qui peut vous sembler simple, qui devrait exister sur la totalité des robots, c'est juste celle-là. De pouvoir le faire tourner, De pouvoir le faire bouger, déplacer. le déplacer. Oui. En fait, si vous regardez bien, la plupart des robots qu'on vous propose, aucun d'entre eux ne permet ça. Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument indispensable si vous voulez faire tourner un robot Bien dans sûr. un hôpital, dans des endroits où il y a de l'urgence, où on a besoin de se déplacer et où on travaille. Pousse-toi de là. Exactement, pousse-toi, viens avec moi, va là-bas. Ouais, C'est des choses qui sont importantes. Son deuxième rôle, donc ça c'est une condition absolument nécessaire à son existence parmi nous. Ouais. Puis la seconde, c'est de pouvoir se rendre utile en prenant cet objet. Alors là, c'est juste cet objet comme ça, mais imaginez qu'il puisse être attaché à un plateau ou à un panier ou à des tonnes d'autres objets différents. En fait, c'est une poignée en quelque sorte. Oui, vous voyez, il la regarde, là, il louche même. Donc là, ah oui, il louche pour la regarder. En fait, il reconnaît Allez, le vas-y, motif qui prends-la. est imprimé dessus, c'est ça? Exactement, il reconnaît le motif et vous voyez, il y a un petit, ce qu'on appelle une rune sur le dessus. Et cette rune, ça lui permet de bien localiser l'ensemble des objets qui sont dans son environnement. Parce qu'il a plein de capteurs, il arrive donc à visualiser et à, comment dirais-je, à positionner dans l'espace, en fait, cette Exactement. Vous cette voyez, poignée. ce petit objet, il est actif. Donc, il va pouvoir, le robot va pouvoir le localiser grâce à une antenne qu'il a sur le corps. Il peut sentir si vous le touchez, il peut sentir si vous le bougez, et ça même à travers les murs, même à travers. Donc il pourrait par exemple déplacer des plateaux, des choses comme ça. Il pourrait C'est déplacer ça des plateaux. C'est du déplacement automatique d'objets en milieu social. On appelle ça, nous, de la logistique sociale. Bah, c'est super, la démo a bien marché. Revenez donc vous rasseoir pour qu'on vous pose encore une ou deux petites questions. Oui. C'est incroyable parce qu'il est déjà assez avancé. Bien évolué, en un an. tout à fait. En un an, Incroyable. 12 mois pleins. Effectivement, c'est une prouesse. On a travaillé nuit et jour pour aboutir ce robot. Mais en fait, on partait pas de rien parce que toute l'équipe qu'il y a derrière, je vous l'ai dit, c'est des gens qui ont travaillé dans de la robotique, une robotique française, une robotique performante. Donc quand je les ai appelés pour leur dire « Hey, on va faire le meilleur robot du monde », eh bien, ils ont tous répondu présent et ils sont tous là aujourd'hui. Bravo, super. Et qu'est-ce que vous projetez là comme calendrier Quand est-ce qu'il pourrait sortir? Et est-ce qu'on a idée du prix aussi que ça peut Oui, coûter bien sûr. Notre objectif, c'est de sortir 500 robots comme celui-là en 2025. L'année d'avant, on en aura fait 60 et dès cette année, on en aura fait une dizaine. D'accord. Et ensuite, on va monter en cadence. On sera à 2500 robots, puis on cherchera par an
on cherchera un équilibre à environ 10 000 robots. Notre objectif, c'est de produire 100 000 robots sur 10 ans. C'est ça qu'on veut faire. Et le prix de vente, ça sera environ 30 000 euros. Donc un peu plus cher que Pepper, mais c'est normal, on a beaucoup plus de fonctions notamment. Il est capable de porter 3 kilos, de tracter une quinzaine de kilos, de soulever une dizaine de kilos. Donc c'est quand même des actuateurs qui sont importants. Et bien sûr, il y aura des abonnements et des services et tout un tas de choses. Oui, on pourra l'avoir en leasing en quelque sorte, ou des choses comme ça. Oui, c'est le genre de business model qu'on vise, oui. Donc Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Eh bien voilà. Et c'est déjà trop tard pour lui. C'est trop tard pour Elon Musk. Ouais. Il faut se souvenir de cette Magnifique. phrase de Jérôme Monceau. C'est beau la confiance de la tech française. Bon ben voilà, Sylvain est rassuré parce que voilà, il a rien touché, tout a fonctionné. Et merci à Miroki, il est tout mignon ce petit robot. Merci beaucoup. Et merci Jérôme Monceau. Merci On vous beaucoup. souhaite plein de réussite pour donc ce nouveau projet d'Enchanted Tools. On passe à la suite, François ? Oui, mais merci monsieur. Merci à toi. Avec un nouveau rendez-vous, tiens, dans Tech Hebdo qu'on retrouve tout de suite. Il est baba en plus. Et le produit de la semaine, c'est donc ce fameux casque de réalité mixte. Maintenant, on ne dit plus réalité virtuelle, hein, on est au-delà. Je crois bien que c'est comme ça qu'on dit. Hein, le HTC Vive XR Elite. Oui, et c'est vrai qu'on est très heureux aussi pour cette nouvelle année d'inaugurer ce nouveau rendez-vous. On va aller encore plus dans les produits dans Tech Hebdo parce qu'on adore ça, toutes les innovations, notamment hardware. Et là, HTC avec Reda Ezaïm qui est avec nous. Bonsoir Reda, merci d'être là. Bonsoir Jérôme. Il est responsable du marché français donc de chez HTC. Alors HTC, on ne présente plus bien évidemment, d'autant que c'était vraiment la marque pionnière en termes de casque de réalité virtuelle grand public, avec le premier HTC Vive. Depuis... Qui avait fait sensation à l'époque. Ah ouais, quand je même, me souviens moi, d'avoir testé au Mobile World Congress de Mobile Barcelone. Congress, ouais. Depuis, de l'eau a coulé sur les ponts, quand même. Il s'est passé pas mal de choses. Et vous arrivez avec donc ce nouveau produit, le XR Elite. Vous pouvez nous le décrire, nous le présenter un peu ? Oui, alors comme vous le dites très bien, HTC a été pionnier dans la réalité virtuelle. Donc on a sorti le premier casque de réalité virtuelle, le HTC Vive, en 2015, avec une unanimité technologique à l'époque. Et aujourd'hui, donc on a forcément franchi plusieurs caps technologiques pour arriver jusqu'au Vive XR Elite qu'on a annoncé récemment au CES. Donc c'est notre dernier flagship ou porte-étendard chez HTC. C'est un casque à la fois puissant et polyvalent. Donc polyvalent parce qu'il permet d'être utilisé de 3 manières différentes sur lesquelles on pourrait revenir tout à l'heure. C'est aussi un casque qui va concentrer pas mal de dernières technologies, notamment une caméra pass-through en haute résolution combinée à un capteur de profondeur. Alors pardon, pass-through, je fais la traduction, ça veut dire que c'est ces caméras qui permettent de voir le monde réel alors qu'on a le casque sur les yeux. Hein. Exactement. Donc grâce à des caméras. Voilà, donc c'est la caméra haute résolution qui va remplacer nos yeux en milieu immersif. Donc on a nos casques, mais cette caméra couplée à un capteur de profondeur va permettre de cartographier l'espace où on évolue et avoir une vraie sensation de présence. Et donc le côté unique aujourd'hui sur le marché, c'est de pouvoir concentrer toutes ces technologies-là sur un format qui est très compact et très léger. Donc vos équipes ont pu le tester. Il pèse combien ? Au CES, en fait, il pèse 625 grammes. Avec la batterie qui est intégrée donc à l'arrière du casque, et il peut être utilisé aussi sans cette batterie-là avec juste une connexion à une source d'alimentation externe, donc que ça soit une power bank ou bien juste une prise dans un train, dans un avion, dans une voiture ou bien sur un PC. Et à ce moment-là, le casque ne pèse que 240 grammes, donc c'est presque le poids d'un smartphone. On voit quand même la miniaturisation qui a été faite depuis 2015. Alors même si on peut difficilement comparer le Vive avec ce produit XR Elite, parce que le Vive, rappelons qu'à l'époque, il y avait un PC derrière. Enfin, c'est sans doute plus puissant, en fait. Il fallait des capteurs. La combinaison dans la pièce. Vive et PC, non, malgré tout, par rapport à ce produit-là. Oui et non, parce qu'on vient d'une époque où les usages étaient assez segmentés. Donc le Vive permettait de faire de la VR basée sur des PC. Donc c'était des jeux très
complexes qui nécessitaient des cartes graphiques très puissantes. Et ensuite, il y avait le segment des casques autonomes qui, eux, utilisaient un système Android avec des applications comme celles qu'on retrouve sur nos smartphones. Aujourd'hui, le XR Elite permet de faire le pont entre ces deux usages et de pouvoir à la fois jouer le rôle de casque autonome avec des applications qu'on peut installer localement, mais aussi être connecté en filaire ou en sans fil à un PC pour pouvoir profiter exactement du même catalogue de jeux qu'utilisent aujourd'hui les possesseurs d'un casque HTC Vive ou HTC Vive Pro, par exemple. À qui se destine ce masque, Reda? Est-ce que c'est pour le jeu? Est-ce que c'est pour le travail? Quelles sont vos cibles, en fait? Alors aujourd'hui, c'est un casque qui est clairement destiné au grand public. Donc l'objectif, c'est de proposer une solution qui permet de faire principalement du gaming, donc du divertissement. Ça peut être des jeux classiques, comme on vient de l'évoquer, à travers soit la librairie Viveport ou SteamVR, ou alors ça peut être des jeux autonomes qui ont été spécifiquement développés et optimisés pour le XR Elite. Et ça peut être aussi du divertissement nouvelle génération qui va tirer profit des capacités de réalité mixte, par exemple, de la caméra et du capteur de profondeur avec lesquels on peut, par exemple, apprendre à jouer à de nouveaux instruments de musique ou bien se divertir. Donc, à côté du divertissement, il y a aussi la productivité. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui est à la mode avec le télétravail, etc. Il y a un mode virtual desktop qui permet de mixer l'utilisation physique d'un PC avec une souris et un clavier avec 3 grands écrans virtuels où on va pouvoir continuer à utiliser notre souris et notre clavier tout en naviguant entre trois écrans. Et l'élément important là-dessus, c'est un peu le défi technologique qu'on s'est fixé, c'est qu'on souhaite que les utilisateurs puissent lire leurs emails ou bien leurs messages sur leur smartphone à travers cette caméra et ce capteur de profondeur. Alors, je le disais, les choses ont évolué. Hein, et aujourd'hui, il y a notamment, on va dire, votre grand concurrent Meta, qui a sorti récemment son casque MetaQuest Pro, qui lui aussi met la barre très très haut. Il y a une première bataille, c'est au niveau du prix. Et là, déjà, on a franchi un cap. Il coûte combien? 1 400 €, c'est ça? Il est à 1 399 € voilà. TTC. Donc c'est un petit peu moins cher que le Quest Meta, Pro, qui a 1800, je crois, mais pas beaucoup plus. Vous pensez vraiment que le grand public est prêt à mettre ce prix-là dans un équipement comme ça, aujourd'hui? Alors, nous, on en est convaincus, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est un produit qu'on veut polyvalent et qui va répondre à des besoins même exigeants de clients qui ont chez eux un HTC Vive ou bien un HTC Vive Pro qu'ils ont probablement acheté à 1 000 ou 1 300 €. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt une ouverture qu'on leur propose pour permettre de profiter d'un seul outil technologique et d'élargir un peu leur cas d'usage, c'est-à-dire ceux qui faisaient du PC peuvent faire de l'autonome et vice-versa. Dernière question sur la compatibilité, l'interopérabilité. Est-ce qu'avec votre casque, je peux aller par exemple dans les univers virtuels de Meta? Alors là-dessus, il y a... pour tout ce qui est contenu, il y a des standards qui sont internationaux. Donc, un des standards principaux s'appelle OpenXR. Et donc, c'est un standard qui permet aux développeurs d'avoir une infrastructure sur laquelle ils vont développer leur contenu, leurs expériences, et qu'elle puisse être facilement portable d'un constructeur à un autre. Bon. Et donc aujourd'hui, le XR Elite supporte ce standard OpenXR, et donc tous les développeurs peuvent facilement porter leur contenu sur nos produits. Merci beaucoup Reda Ezaïm, donc responsable du marché français chez HTC pour ce Vive XR Elite. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce Tech Hebdo est terminé, Jérôme? Oui, c'est sur cette belle innovation qui nous emmène tout droit dans le métavers que l'on va fermer ce Tech Hebdo. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Et on a été ravis de passer cette demi-heure, donc comme chaque semaine. On se retrouve lundi prochain.